J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. On est dans l'univers de Starmania avec Victor Lemann. Bonjour Victor. Bonjour. Alors vous avez été, je dirais presque fort occupé ces temps-ci quand même, parce que vous étiez le collaborateur de Thomas Joly sur les JO, donc c'était quand même grosse machine, et les grosses machines ça vous connaît, parce que Starmania, qui revient là bientôt fin novembre à Bruxelles, c'est aussi une énorme machine. Hein. C'est une énorme machine et c'est vrai que je me suis enchaîné Starmania, puis les Jeux Olympiques et Paralympiques, puis la Starmania qui revient. Ouais. Donc oui, c'est pas mal. C'est une bonne année 2024 ouais, pour vous, hein, c'est une bonne année. Ce sont vos Jeux Olympiques à vous. C'est ça, c'est un peu ça, c'est un peu un enchaînement sans fin. Vous êtes le directeur musical de Starmania. Ça consiste en quoi le métier de directeur musical ? Directeur musical, c'est voilà, je dirige la musique comme son nom l'indique. En l'occurrence, la musique de Michel Berger, magnifique, dont j'ai eu la grande chance de m'occuper, le grand honneur même. Ouais. C'est Raphaël Amburger, donc le fils de Michel Berger et de France Gall, qui m'a confié cette tâche. Un vrai défi, cette tâche, une tâche magnifique. Donc de réouvrir cette partition, et en l'occurrence ça consiste en travailler avec les musiciens, travailler avec le casting de chanteurs, de chanteuses, travailler en collaboration avec la mise en scène pour adapter aussi la musique à la mise en scène et l'inverse aussi. Et je suis également arrangeur, c'est-à-dire que je réadapte, je remodèle. C'est ça, il faut donner un petit coup de neuf, on va dire, sans dénaturer l'œuvre. J'avais vraiment pas envie de dénaturer l'œuvre, parce que l'œuvre, je l'aime profondément et qu'elle a pas besoin de moi pour être moderne. Mais les sonorités quand même ont changé un peu. Oui, les sonorités ont quand même changé un petit peu. La musique de Michel Berger, c'est vraiment, moi qui suis pianiste et batteur, c'est vraiment, si on la joue au piano, c'est des harmonies qui sont assez exigeantes, qui sont assez pointues, mais qui sont quand même très accessibles, et ces harmonies qui groovent, c'est des harmonies très rythmiques aussi. C'est vraiment un rapport entre le piano et la batterie. C'est vrai que moi ça j'ai essayé. C'est très organique. C'est très organique. Et c'est très. Moi je suis un amoureux du studio, des musiciens de studio, sur moi-même. Je pense que Michel Berger aussi était très amoureux de ces musiciens du studio. Il préférait d'ailleurs le studio à la scène. Il a pas fait. Complètement. Oui, complètement. Et donc c'était l'idée, voilà, de m'enfermer avec d'excellents musiciens et de le refaire vraiment un peu à l'os, de manière très organique. Et de faire ça à l'ancienne. En réorganisant pas un peu la partition aussi, les scènes ne sont pas tout à fait à la même place que dans la version originale. Effectivement, l'ordre des choses, donc ça c'est Thomas Joly qui a fait ce travail aux côtés de Luc Plamondon, de repenser vous ne vous quittez plus, tous les deux. De repenser un tout petit peu la narration, c'est-à-dire il n'a pas changé l'histoire, mais en remettant finalement le chapitrage, si je puis dire, un peu différemment. Et c'est vrai que moi, en musique, du coup, ça a eu quelques conséquences, mais qui étaient assez heureuses, parce que typiquement, ça m'a fait faire d'autres arrangements, parce que il y avait des nouveaux enchaînements qui n'existaient pas avant. Il fallait aller d'un morceau A à un morceau B en repassant par un autre chemin. Donc voilà le type de choses que peut faire un directeur musical. Il y a aussi il y a la musique des chansons, mais il n'y a pas que la musique des chansons, parce qu'il y a aussi des moments qui sont plus narratifs dans le spectacle, qui sont aussi accompagnés par des nappes parfois un peu sombres et tout. Donc tout ça, ça fait partie du job du directeur musical en fait. C'est ça, directeur musical et d'arrangeur. Je pense par exemple à ce qu'on appelle les journaux télévisés, donc tous ces moments assez anxiogènes, assez angoissants, où cette voix donc de Roger, qui est le présentateur, qui vient annoncer les nouvelles donc sur la télé-capitale, ça s'appelle. Ce sont toujours des mauvaises nouvelles. Voilà, c'est un peu quoi. Voilà, c'est un peu Orwell, quoi, un peu 1984. C'est un petit peu la comment dirais-je, pas la trame, mais on sent bien qu'il y a un peu ça derrière, quoi. Voilà, et le côté Big Brother, la digitalisation. D'ailleurs, on l'a tellement digitalisé le personnage qu'on ne le voit même plus. C'est juste une espèce de forme d'onde qui bouge. C'est l'audio, presque, comme à la radio d'ailleurs. Voilà. et ça, effectivement, je l'ai remis en musique. Là, c'est vrai que j'ai pu un peu plus m'exprimer en termes d'arrangement, parce que à l'époque, ces journaux télévisés, donc quand ça a été fait en 79, 78, c'était fait et c'était fait pour, comment dire, illustrer des réclames un peu de l'époque. D'accord. En fait, pour illustrer des journaux télévisés des années de l'époque, 70, comme ça. Mais c'est vrai que moi, en les reprenant aujourd'hui, quand j'ai recommencé en 2022, j'ai remis des sonorités un peu plus d'aujourd'hui. C'est quasiment électronique, presque un petit peu techno, assez noir. Je pense aussi à un morceau qui s'appelle Sex Shop,
dont là c'est un ballet quasiment maintenant qui est donc chorégraphié par Sidi Larbish Cherkaoui. Et là effectivement ce sont que des nappes très très digitales, très synthétiques, assez angoissantes, je dois dire. Ouais, mais c'est un peu le propos du spectacle aussi. Hein. C'était déjà à l'époque de montrer, c'est une dystopie, donc c'était de montrer ce qui pouvait entre guillemets arriver de pire. Et d'essayer de prévenir. Voilà, mais c'est triste et en même temps fascinant. C'est une dystopie quasi réelle, quoi. Oui. Maintenant. Enfin, c'est plus totalement une dystopie. Exactement. Bon, oui. Il reste quand même, on a encore un peu de marge parce que là-bas ils vivent quand même dans des souterrains et tout. Ça va. Oui, on n'en est pas encore à ce point-là, heureusement quand même. Mais c'est le côté dystopique, c'est pour un musicien aussi et pour un directeur musical, c'est une liberté supplémentaire ou c'est une contrainte? Non, c'était plutôt une liberté. Enfin, c'est-à-dire que cet environnement visuel, mais donc du coup qui se découle en environnement sonore, au-delà bien sûr de la puissance de la musique de Michel Berger et des paroles de Luc Plamondon, mais c'est vrai qu'il y a un univers sonore qui vient tout de suite en tête. Ouais. Et c'est vrai que moi, qui ai travaillé avec beaucoup d'artistes de musique électronique comme Justice, comme Kavinsky, etc. Je suis aussi allé puiser dans ces choses-là. Moi, je suis un amoureux de synthétiseurs. John Carpenter, alors. John Carpenter, Moroder et toutes ces choses-là. Qui faisait des films d'horreur, John Carpenter, et les musiques de ces films d'horreur aussi. Également les musiques de Dario Argento, composées par Gobelin, qui est un groupe italien. Ils sont toujours comme ça, avec des sons de synthé, etc. Et c'est vrai que ça m'a amusé aussi. Et toujours, ça, je le faisais sous le regard de Raphaël Amburger, qui quand même était un peu le gardien du temple et qui, quand même, comment dire, je m'assurais auprès de lui que j'outrepassais pas non plus la chose et qu'on restait quand même totalement dans le domaine harmonique de la musique de Michel Berger, bien sûr. Mais avec une touche un peu plus moderne parce que c'est un nouveau spectacle aussi. D'ailleurs, c'est un spectacle qui évolue aussi au fil du temps. C'est un spectacle qui évolue. De fait, là, on en est à la 325e représentation. C'est énorme. C'est énorme. Donc, en fait... c'est comme j'ai déjà parlé de ça, mais voilà, je dis souvent que c'est comme un gros paquebot qui avance et qui il prend des vagues, qui repart, etc. C'est pas quelque chose de fixe, c'est pas un monolithe qui ne bouge pas. Ça, sauf que ce paquebot, moi je l'imagine, c'est tous les gens qui participent à l'aventure avec les bras collés les uns aux autres, qui se soutiennent les uns les autres pour être sûr que même s'il y en a un qui fléchit un peu, ça avance quand même, quoi. C'est un peu ça, et c'est la beauté pour rester un peu, on parlait des Jeux Olympiques dans les valeurs sportives. Il y a un peu un côté sur le collectif qui est magnifique parce qu'il y a tous les danseurs également, les chanteurs, etc. Bien sûr, toute l'équipe technique qui est immense. Ils sont très, très, très nombreux. Plein qui sont cachés, plein qu'on ne voit pas, etc. La production, oui, vous me disiez aux antennes, il y a des gens qui sont dans les décors, mais habillés en noir pour qu'on ne les voit pas, quoi. Voilà, c'est toute une ville. C'est un ballet, évidemment, côté scène, mais aussi côté coulisses. C'est un ballet de techniciens. Je suis assez content qu'on ne le voit pas parce qu'en fait, c'est bien de ne pas dévoiler les secrets. Mais moi qui le connais de l'intérieur, je peux vous dire que c'est assez impressionnant et je leur tire mon chapeau. C'est quasi militaire comme discipline ? C'est quasi militaire, oui, parce qu'il faut une forme de... Il faut beaucoup de discipline parce que c'est une très grande précision, comme une horloge bien montée, mais en même temps, c'est tout à fait organique, c'est vraiment très humain, donc comme c'est tant mieux quand même par rapport au pro du spectacle, justement, il faut qu'on prenne un peu le contre-pied quand même. Ça rassure quand même un peu. Un petit peu. Les chanteurs, les choristes, les danseurs, tout ça sont des gens qui sont aussi, et on le sait pas forcément, ils sont assez multitâches en fait. Tout le monde va pouvoir faire un peu de tout dans une équipe comme celle de Starmania. Tout le monde va faire un peu de tout, je pense. Certains danseurs peuvent être choristes, certains chanteurs peuvent être danseurs. Il y a par exemple derrière la scène une cabine de chœur qu'on a reproduite tout à fait comme dans un studio d'enregistrement. Avec des grands micros qui pendent du plafond. Exactement, comme on peut imaginer. Comme on peut s'imaginer. C'est vraiment ça, avec une cabine avec des vitres sur les côtés, etc. Et en fait, les chanteurs, quand ils ne sont pas sur scène, entre se faire maquiller, changer de costume pour aller au prochain costume, vont chanter tous les chœurs dans la cabine, etc. Donc, ça aussi, ça me tenait vraiment à cœur que ça soit fait de manière tout à fait live et que ça soit pas des bandes enregistrées, etc. Donc ça, pareil, je suis très impressionné, même si je les connais par cœur, nos chanteurs, mais je suis toujours impressionné par leur grande rigueur et par le fait de reproduire un peu l'exploit un peu tous les soirs.
Ouais. L'exploit va être reproduit à nouveau à Bruxelles parce qu'il y a 5 représentations qui vont avoir lieu prochainement au Palais 12, 28 novembre à 20h, 29 novembre à 20h aussi, le 30 novembre à 15h et 20h et le 1er décembre à 15h. Moi, je l'avais vu dans une autre salle à Forêt Nationale, parmi les toutes premières représentations, je crois, de la tournée. Et franchement, j'ai été bluffé. Alors, dans l'acoustique du Palais 12, je pense qu'on va prendre une grande claque. Ouais. J'espère aussi, je suis très heureux de venir voir ça au Palais 12. Bah, écoutez, merci beaucoup Victor Lemann. Merci à vous. Et bon Starmania. Merci.